Hello à tous et bienvenue sur le troisième podcast de l'état des lieux. Aujourd'hui avec l'un des invités les plus prestigieux qu'on ait eu jusqu'à présent, Johan Lopez, un immigré espagnol, c'est ça? Espagnol arménien, ouais. Ah, espagnol-arménien? Ouais, D'accord. ouais, ouais. En mode Kardashian du coup. Presque, ouais. J'espère. Ça doit être une cousine éloignée. Certainement, ouais, c'est Et possible. c'est pas l'objet de ta présence aujourd'hui. On va parler des différentes classes d'actifs accessibles à l'investisseur particulier. Ouais. Sans faire un trop gros focus sur l'immobilier qui est notre cœur de métier chez Mastéos, on va essayer de s'élargir et de voir laquelle présente le meilleur couple rendement-risque pour un investisseur lambda, un investisseur particulier, Ok, qui soit pas Warren Buffett, quoi. ça marche. Tu peux te présenter en deux mots et nous dire qui tu es et ta boîte aussi, Snowball. Ouais, carrément, ouais. Bah, du coup, donc, ouais, Johan Lopez, immigré espagnol, en effet, et arménien. Du coup, moi, je traîne dans l'univers startup depuis 8 ans maintenant, après ma fac d'éco. Et depuis un an, en gros, j'ai lancé Snowball, donc, qui est une newsletter sur les finances perso, donc très généraliste. Donc avec pour objectif vraiment de démocratiser et de dédramatiser un peu tout cet univers, un peu comme vous essayez de faire avec Mastéos. Donc voilà, en gros. Ok. Ce que j'aime bien dans ta newsletter que j'ai lu, c'est que tu essayes d'élever un peu le débat, effectivement. C'est ce qu'on essaye de faire aussi chez Mastéos, c'est-à-dire de ne pas envoyer des newsletters comment devenir rentier en 3 jours Ouais. grâce au Bitcoin ou des trucs comme ça. Donc avoir une esthétique un peu élégante, une communication un peu sophistiquée et donner des vrais conseils, quoi. J'imagine que tu n'es pas en train de pitcher l'indépendance financière en 3 mois, que tu es plutôt sur, peut-être pas sur des placements bon père de famille, mais tu essayes de... C'est quoi l'objectif pour les investisseurs? C'est qu'ils s'enrichissent? C'est qu'ils perdent pas d'argent? C'est que... Non, en gros, moi, mon objectif, si tu veux, c'est... L'objectif principal, c'est, je pense que c'est de donner les clés aux personnes qui lisent Snowball pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment de leur montrer le champ des possibles. Et à côté de ça, évidemment, je pense qu'il y a une forme de volonté d'aller vers une indépendance financière, mais l'indépendance financière, elle est quand même très vaste. C'est pas prendre sa retraite à 30 ans. Ça peut être ça pour quelqu'un, mais pour une autre personne, c'est simplement peut-être se dire... bah, j'ai plus envie de me faire du souci pour partir en vacances. Ça peut être ça, l'indépendance financière, en vrai. Donc elle est très différente d'une personne à l'autre. Donc c'est voilà. quoi ta définition à toi de l'indépendance financière? Bah moi, je pense que personnellement, c'est de pouvoir bosser sur des projets qui m'intéressent et qui me passionnent. Donc c'est vraiment ça pour moi le truc de l'indépendance. Ouais. Je suis d'accord. Parce que tu n'as pas envie non plus d'être à la retraite totale et d'avoir rien Ah à non, faire de tes évidemment, journées. non, Comme non. pendant le confinement, tu as envie de bosser du coup. J'ai lancé Snowball pendant le confinement, hein, donc Ouais, voilà. tu vois, Ok. On a la même définition. Et est-ce que tu peux présenter Snowball? Ouais. Ou Snowball avec l'accent marseillais ça, ouais, je viens de Marseille. En appliqué plus. à l'anglais. Ah oui, c'est vrai que tu viens de Je suis Marseille. né à Marseille, ouais. Excellent. Exactement. Snowball, alors qu'est-ce que c'est en 2 mots? Bah, c'est une newsletter, donc à la fois gratuite et payante. Donc la version gratuite, Au choix. au choix, exactement. Donc la version gratuite, c'est 2 guides assez longs par mois sur soit un actif en particulier. Des fois, je parle un peu de psychologie, donc c'est assez T'es divers. coach en développement personnel, Non, coach de non, vie un non, peu, non, non? non, je touche pas à ce monde-là, pas encore, même si c'est des gens très bien. Et donc sur la version premium, du coup, c'est une newsletter hebdomadaire qui est plutôt focus là sur l'actualité. Donc je vais aller creuser, tu vois, bah, voilà, si la Fed a bougé ses taux d'intérêt, bah, du coup, on va en parler. Si telle action a fait une entrée en bourse, on va en parler. Donc voilà, j'essaye de creuser un peu tout cet univers, les cryptos aussi. Voilà, en gros. Et de manière non biaisée, je veux dire, t'es pas payé par... Non. Ouais, t'es objectif dans ton analyse. Ouais, j'ai longtemps, je me suis longtemps demandé si j'allais faire du sponsoring ou pas. Et finalement, je me suis dit, maintenant, en fait, je fais de l'abonnement, donc je suis non biaisé. J'ai pas envie qu'il y ait un sponsor qui me dise, parle plutôt de ça. Même si c'est Mastéos qui te demande de parler d'investissement locatif, tu diras non, c'est ça, quel que soit le prix. Non, par contre, je me servirai du contenu que vous avez fait, qui est très bien. Et du coup, évidemment, je me sers de ce que font les autres aussi. Ok. C'est pour ça que... Ouais. Ok, j'attaque dans le dur, si tu devais choisir un seul placement, un seul actif, parmi tous les actifs qu'on connaît, le Forex, le Bitcoin, les actions, l'immobilier, le venture capital, etc., ça serait lequel? Si tu devais placer tout ton argent dans un actif aujourd'hui. Moi, je pense que si je prends risque,
Risque versus sécurité, je pense que j'irai sur les actions, sur un marché US. Ouais. Là, maintenant. Ouais. Bah, on parle du long terme là, donc si tu me dis là, tu dois choisir un seul truc sur du long terme, bah, je pense que j'irai sur ça. Ok, Stocks for the Long Run, tu connais cette analyse, 7% par an. Ouais, exactement. Comment il s'appelle l'économiste? Je sais plus, c'est... On l'a vu. Mais effectivement, les actions sont censées rapporter 7% par an sur le long terme si elles sont détenues suffisamment longtemps, quel que soit le point d'entrée. Exactement. Très bien. Et autre question, toi qui animes une communauté d'investisseurs, quelle est la classe d'actifs qui les excite le plus, sachant que c'est l'immobilier? Non, ouais, ça allait être ma réponse, ça, tu sais. D'accord. non, alors, en vrai, oui, je pense que les newsletters que j'ai faites qui traitaient d'immobilier de près ou de loin étaient souvent celles qui créaient le plus d'effervescence. Donc je pense que l'immobilier reste un actif qui est vraiment très prisé par les Français, donc ça c'est certain. Et en second, je dirais, je pense que c'est très contextuel et par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais aujourd'hui c'est stocks et crypto, donc actions et crypto qui sont en second. D'accord, du coup on va en parler, des cryptos notamment, parce que c'est effectivement très à la mode. Mais c'est l'immobilier en premier. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi ? Alors, je pense que déjà il y a le côté concret. On aime bien pouvoir voir, toucher, etc. Et je pense que la culture française, qui est très, on aime bien la bonne bouffe, on aime bien les belles choses, etc. Donc c'est quand même très lié à cette esthétique, cette volonté de voir les belles choses. Donc je pense qu'il y a ça qui rentre dedans. Et puis il y a ce côté aussi sécurité. On sait que si on achète une maison, elle va pas s'écraser du jour au lendemain. Sauf à Marseille où les balcons s'écroulent sur les champs. Ouais. Ça peut arriver. Bon, il y a des assurances, donc ça va. Mais voilà, il y a ce côté aussi un peu moins risqué, on va dire. On va en parler du risque, parce qu'il y a quand même une règle essentielle que tu connais, que le risque est corrélé au rendement. Ouais. Au gain. Et c'est une règle qui est implacable. C'est-à-dire que de l'époque de Madoff, on offrait des rendements à 10% avec un risque zéro. Ouais. À partir du moment où quelqu'un propose ce genre de couple rendement-risque, on sait que c'est une arnaque. Ouais. C'est scientifique. Ouais. C'est-à-dire que le risque est corrélé au rendement. On peut optimiser ce couple rendement-risque, mais c'est quelque chose qu'il faut retenir en fait, c'est la base de la finance. Voilà, donc je veux plus de rendement, je prends plus de risques. Ouais, exactement. Ouais. Et toi, alors je finis sur l'immobilier, après on va aborder toutes les autres classes d'actifs. Qu'est-ce qui freine, quelles sont les craintes, les freins de ta communauté vis-à-vis de la pierre ? Bon, c'est simple, hein, j'ai peur d'acheter de mauvais biens au mauvais endroit, de ne pas le louer, enfin les grands classiques, les travaux, ça fait peur, je suis en plein dedans, là, moi sur un projet perso, je comprends. Donc, tout ça fait que voilà, c'est un achat qui est quand même, tu t'endettes sur 20 ans, 30 ans parfois, ça fait peur, quoi. Donc c'est normal, tu vas pas acheter 200 € d'actions Tesla, tu vas acheter un bien qui coûte entre 50 et 1 million et quelques pour les petits investisseurs, donc ça fait peur. Ouais, ça fait peur, ok. Et c'est chronophage, c'est énergivore, il y a plein de... On ne sait pas à qui s'adresser, etc. Sauf à Mastéos, façon. Donc, c'est quoi pour toi un bon mix pour un individu, un particulier lambda, un bon mix de portefeuille? Sachant que, je te donne la moyenne française, c'est 60% d'immobilier, 40% d'actifs financiers aujourd'hui en France. Et toi, ça serait quoi ta composition idéale? Si on me prend, je vais me prendre moi comme exemple, allez, comme ça, on va dire, voilà, je suis pas fortuné, j'ai quelques centaines d'euros à investir par mois. J'ai de l'immobilier, donc voilà, j'ai investi dans un immeuble de rapport, donc je dirais que c'est difficile. Comment tu comptabilises du coup un investissement immobilier dans un portefeuille? Est-ce que c'est les 100 000 €? Parce que du coup, moi j'ai investi 100 000 € ou est-ce que c'est la valeur du truc? Tu as investi de ta poche en equity 100 000 € sur le gros, projet. On a un prêt de 300 000 €, 100 000 € chacun. Du coup, comment je valorise ça? Non, moi je raisonnerais plutôt en equity, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as mis en cash de ta poche. Et du coup, parce qu'il faut comparer Apple to Apple, c'est-à-dire que si tu mets 200 € sur Tesla, il faut que tu me dises combien tu as déboursé en cash sur ton projet immo. Tu as mis combien sur ton immeuble de rapport à Fréjus? On a mis 0. Donc, tu as eu un sans apport? Même pas les frais de notaire? Non, rien du tout. Bravo. On a payé que le courtier.
Bravo, super. Ouais. Bon, bah, du coup, ton return on equity est infini. Ouais, voilà. Bah, donc, en gros, ouais, je dirais, moi, aujourd'hui, je suis bien 50% sur actions. Je dois être autour de 30% sur des cryptos et 20% sur autres. Il y a de l'art, il y Ah, il y a, a de l'art, ouais, c'est vrai, je ne l'ai pas noté ça. Ok. il y a quelques actifs un Donc, peu décorrélés. Rappelle-nous, donc 50% IMO? Non, ah bah non. Bah, l'IMO, je sais pas, du coup, je le D'accord, compte pas. ouais, je Vu que- comprends, d'accord. Bon, bah n'en parlons plus parce que ça va nous embrouiller. Euh, Est-ce que tu t'intéresses à la macroéconomie pour prendre tes décisions Ouais. sur tes arbitrages de classes d'actifs? Est-ce que Ouais. tu regardes ce que font les banques centrales? Est-ce que tu lis Bloomberg? Ouais, bien sûr, ouais, je lis tous les jours Bloomberg, ou Financial Times, j'en ai une petite dizaine qui arrivent tous les jours dans ma boîte mail, donc je me sens quand même pas mal au courant. Et oui, c'est important parce que tu peux avoir, au-delà du fait que voilà, moi je suis pas un day trader, je vais pas trader au jour le jour, donc c'est plus sur, ok, il y a potentiellement des points d'entrée, tu vois, s'il y a une rotation, par exemple, là il y a eu dernièrement une rotation des actifs techno vers des actifs vers du value, donc ça, tu vois, c'est intéressant, donc tu peux avoir des points d'entrée ou de sortie parfois, donc à checker, donc c'est plus par rapport à ça. C'est quoi ton grand driver, ton grand trigger, comme on dit en anglais, pour sortir du marché equity et rentrer sur le marché crypto Bah, par exemple, là, dernièrement, tu vois, je me suis dit, j'ai mon portefeuille de crypto qui a, en termes de valeur, qui a explosé. Parce que le Bitcoin s'est envolé, etc. Donc, en gros, À quel moment tu sors? bah, en gros, j'ai vu qu'il y avait un énorme déséquilibre sur mon portefeuille. En gros, ce qui était censé être 50% en stocks, enfin, c'est peut-être pas ça exactement, c'est tombé à 30% parce que du coup, les cryptos sont montés. Donc c'est du coup, rebalancing. c'est du rebalancing, okay. Exactement. Donc, je me dis, bon, je vais vendre un peu de crypto pour acheter des actions qui, en plus, ont chuté. Donc, ça tombe bien. Donc c'est plus ça, mais comment je réfléchis. D'accord, intéressant parce que ça t'oblige à appliquer cette règle essentielle à la finance également qui est de dire buy low, sell high. On est d'accord. Ouais, acheter bas et vendre haut. Ouais. Et le fait de rééquilibrer quand un actif prend trop de place sur un portefeuille de manière quasi mécanique, ça t'oblige à appliquer mécaniquement cette règle du revendre quand c'est cher et d'acheter quand c'est pas cher. Du coup, sur le marché action, moi j'ai des doutes sur les valorisations actuelles parce qu'on est censé rentrer en bas et là on est plutôt sur une fin de cycle alimentée par l'injection monétaire des banques centrales. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on soit plutôt en fin de parcours qu'en début? Mais je veux bien entendre la thèse inverse qui est de dire en fait c'est le début d'un cycle d'asset inflation. Ouais, ça peut être le cas, ouais. C'est dur à dire, ouais. Non, je t'avoue que moi là, je pense que comme 100% des gens, c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Après, en effet, il y a des valorisations qui sont un peu astronomiques parfois. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je me dis, là, je suis là pour le long terme, donc je sais très bien que dans 20 ans, en fait, mon Tesla qui aujourd'hui vaut 700, s'ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire, il sera certainement au-dessus. Donc, je suis sur des horizons très longs. Par contre, ce que je me dis, c'est que je me dis, ok, si demain, ok, on est en pleine bulle, ça se crash, c'est cool d'avoir une petite poche de liquidité pour se dire, ok, je rentre dedans à ce moment-là, quoi. Donc, du coup, c'est ça mon plan de sécurité, quoi, c'est d'avoir un peu de liquidité et me dire bah voilà si demain Tesla coûte 200 euros, bah vas-y j'en rachète quoi. Ok. Et pour des gens qui sont peut-être moins au fait des tendances un peu sophistiquées type Bitcoin, Ether, Tesla, GameStop, tu conseilles quoi? Par exemple, j'ai Marion et Tamina à la prod qui sont pas forcément des day traders professionnels. Tu conseilles quoi à des gens qui sont un peu hors milieu? Parce que je les paye une fortune. Où est-ce qu'elles placent leur argent? Bah, c'est pas évident parce que du coup, je suis pas pour juste écouter les conseils de quelqu'un et appliquer ce que la personne te dit. C'est cool de savoir dans quoi tu investis. Donc en gros, moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est un peu Warren Buffett. Il avait un peu cette philosophie, c'est de se dire, ok, s'il y a un produit que j'aime bien, c'est un premier filtre. Du coup, c'est de se dire, ok, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'adore Snapchat, tu vois, j'adore leur produit, il est ouf. D'accord. Du coup, je me dis, ok, premier filtre. Deuxième, c'est aller creuser un peu quelle est la vision de la boîte. Potentiellement, si tu as le temps ou si tu as quelqu'un qui connaît, d'aller checker un peu les finances de la boîte. Je dirais un peu comme ça. Et après, la diversification, c'est ça aussi. Il y a pas, je dirais jamais, mais tout dans la tech, quoi. Même si. Ok.
as des indicateurs de valorisation en tête quand tu investis dans une boîte comme Snapchat, Tesla? Est-ce que tu regardes le price equity ratio? Non. Est-ce que non. Non, ça sert à rien parce que si tu regardes ça, tu te dis, je t'achète pas quoi. Bon, en tech, ouais, mais bon, il n'y a pas que la tech. Non, évidemment, non. Tu vois, moi par exemple, là je lisais dernièrement des analyses sur. Du coup, Warren Buffett, encore une fois, toujours le même, a investi 5 milliards l'année dernière au Japon. Parce que ça reste un des rares pays où il y a des boîtes qui sont soit valorisées correctement, soit sous-évaluées. Ouais. C'est-à-dire que voilà. Ouais, c'est structurellement sous-évalué le Japon. Exactement. Et du coup, mais par contre, il y a un regain de croissance, donc ça commence à repartir. Ah bon? Ouais, un petit peu. Enfin, il y a des signes. Et du coup, je me dis, voilà, ça peut être un bon pays où tu peux diversifier. Voilà, tu peux acheter un ETF ou je sais pas ou autre chose. Donc voilà quoi. Mais après. Et en parlant d'ETF, tu es plutôt pour du stock picking ou pour du macro-investing avec de l'ETF? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères acheter des actions individuelles ou acheter un marché entier, genre le Japon via un ETF? Un ETF, c'est un actif financier qui reproduit un marché. C'est ça, c'est une sorte de panier d'actions. Ouais. Excellente question. Je pense que sur tous les sujets qu'on abordera, tu pourras voir que je suis jamais noir ou blanc, donc je pense que les deux sont très bien en fait. Enfin, moi j'ai le temps, donc j'ai le luxe en gros de pouvoir choisir des actions, donc je le fais. Mais à côté de ça, j'ai investi aussi dans des ETF parce que bon, tu vois, c'est quand même beaucoup moins risqué. Tu diversifies beaucoup. Après, tout dépend du temps. Donc, si une personne a peu de temps, je vais lui dire, achète des ETF, quoi. Ça va beaucoup plus. Et si une personne a peu d'argent ou un rythme de vie qui fait qu'ils n'arrivent pas à épargner, c'est là où j'ai envie de placer notre produit chez Mastéos, qui est l'investissement locatif, parce que comme tu l'as vu avec ton immeuble de rapport à Fréjus, ça nécessite pas forcément d'apport. Tu peux avoir 0 sur ton compte et acheter un immeuble à 300 000 €. Il suffit que tu aies un CDI. Du coup, alors, si tu as 0 sur ton compte, tu n'as que la pierre, c'est pas compliqué. C'est la seule classe d'actifs où tu peux appliquer du levier bancaire. La banque te fera jamais de levier pour acheter de l'action Tesla. Donc, il va falloir le sortir de ta poche en cash. Ma question était, si tu as peu d'épargne, j'imagine que moins tu as à placer, plus il faut prendre de risques. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais je pense que tout est question d'horizon temporel, quoi. Si tu as 20 ans et tu as 20 € à mettre tous les mois, tapis. Ouais, tu peux investir tu as très peu de risques en fait. Si tu sais que tu vas investir sur 50 ans, tu vois, tu es safe, quoi. Après, ça dépend. Si tu as, par contre, si tu as 55 ans, tu approches de la retraite, tu vas être quand même plus safe. Donc plus on est jeune, plus on prend des risques. Moins on a d'argent à placer, plus on prend des risques. Et inversement. Ouais, après tu peux avoir très peu d'argent et pas prendre de risques non plus. Tu peux avoir 20 € par mois et acheter des fractions d'un ETF. Tu peux le faire aussi, mais bon. Ok, mais what's the point? Ok. Et est-ce que tu as... Parce que c'est vrai que moi, quand je parle classe d'actifs, investissement, j'ai souvent des gens, notamment sur LinkedIn, on l'a vu sur un de nos posts, qui sortent avec un actif dont personne n'avait entendu parler auparavant. Donc là, c'était des actifs digitaux, ou ça peut être, moi, j'ai... telle niche en fait. Est-ce que tu as des niches dont on parle pas souvent, qui soient pas assurance vie, IMO, Forex, Bitcoin en tête? Des trucs auxquels les gens pensent pas forcément? Il y en a de plus en plus. C'est ça qui est magique avec quand le monde de la tech rencontre le monde de l'investissement, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se créer, donc c'est assez magique. Déjà, tu as le marché de l'art qui est assez intéressant. Alors, je parle pas d'art, aller dans les galeries, acheter des tableaux qui peuvent être très chers, et en plus, c'est très risqué parce que parier sur un artiste, c'est compliqué. Et là, par exemple, il y a un produit qui s'appelle Masterworks aux États-Unis qui te permet d'acheter des fractions de grands peintres, donc du Monet, du Warhol. Donc tu peux investir. Je connais aucun sur ce que tu as dit. Du Picasso. Tu vois, genre. Non. Il y aura bientôt des... Moi, je pense que je vais mettre mes dessins de Snowball en NFT. On en reparlera après, mais ça, tu connaîtras au moins. Du coup, ça, par exemple, tu vois, ça te permet d'acheter donc des grands peintres pour... tu vois, moi, j'ai investi 2500 €, donc c'est pas tout petit, mais ça reste accessible. Ouais, sur des peintres en devenir, ceux que tu as cités, là, Picasso, Soulage, exactement, qui sont en train de monter. D'accord. Donc ça, c'est assez marrant. Ouais, sur le trading, je voulais savoir, toi, tu es plutôt un investisseur long terme ou est-ce que tu
tu penses que le trading, ça peut être une bonne idée. Alors, ça peut être du trading forex, actions, bitcoin. Il y a plein de trucs qu'on peut trader. On peut même trader de l'immobilier. On peut acheter, revendre. Ouais, marchand de biens. Tu penses quoi de ces approches de trader? Est-ce que tu es plutôt une approche d'investisseur Warren Buffett long terme ou de trader court terme? Non, moi je suis plutôt long terme. Après, ça m'est arrivé, tu vois, de m'acheter un CFD. Donc c'est du trading, quoi. Ouais, une option, quoi. Et du coup, ça m'arrive de temps en temps, tu vois, mais je le prends un peu comme si j'allais au casino m'amuser. Et du coup, c'est pas mon day to day, quoi. Ok. Donc voilà. T'es plutôt long terme. Je suis très long terme. Ouais, ok, ça marche. On a une question d'un auditeur. Johan, est-ce qu'il serait pas temps d'aller chez le coiffeur? Non, j'ai un pari là, je vais tenir jusqu'à fin 2021. D'accord. Parmi nos auditeurs sur Clubhouse, est-ce que vous avez des questions? Qui veut devenir rentier dans 3 mois? Posez vos questions, n'hésitez pas, on a la recette secrète. Pour répondre à ta question, Maxime, il faut avoir un minimum d'analyse macroéconomique et de se dire, voilà les principaux drivers de cette classe d'actifs. Est-ce que le driver est plutôt au vert ou au rouge, quoi? Et puis ça dépend aussi de où t'en es dans ta vie. Clairement, ouais, tu vois, si t'es jeune, tu vas pas faire le même portefeuille que si t'as 50 ans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment basé aussi sur quels sont tes objectifs, où tu en es, etc., quoi. Et j'ai envie de dire que l'immobilier, t'as quand même une certaine stabilité parce que quand tu achètes un immeuble de rapport à Fréjus, tu touches des loyers, t'as pas mis d'argent de ta poche, c'est la banque qui a financé ton bien. Quand bien même ton bien il perdrait de la valeur parce que, je sais pas, t'avais une bulle à Fréjus, et bah tu récupères quand même à la fin du prêt l'argent qu'ont remboursé les locataires pour toi. Donc si tu avais acheté 300 et qu'à la fin tu récupères 200, vu que t'as mis 0 de ta poche, quand bien même le truc s'est effondré d'un tiers, t'as récupéré 200 000 euros sans rien faire. Ouais, c'est de l'épargne que t'as mis de côté sans le mettre de côté. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Fiscalement, la transmission des parts de SCI, elle est hyper avantageuse. C'est pour ça qu'on recommande, si tu as une optique de transmission, d'acheter ton immobilier via un véhicule du type SCI. Donc voilà, parce que tu as des abattements fiscaux hyper intéressants et tu peux démembrer usufruit et nue propriété. Ça devient un peu technique, mais voilà, pour te répondre, très intéressant pour la transmission. Et fiscalement, l'option fiscale la plus optimale, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc si tu arrives à constituer une SCI à l'IS, tu peux faire du meublé et tu payes un taux réduit à 15%. Sur ta SCI à l'IS, il faut valider certains critères, mais en gros, tu as très peu de frottement fiscal, tu peux pratiquer l'amortissement, donc tu as très peu de frottement fiscal sur tes revenus locatifs. Tu en as un peu plus à la sortie pour peu que tu sortes ton actif, alors que tu as plutôt l'intention de le transmettre. Donc vraiment, le véhicule idéal, c'est la SCI à l'IS pour moi. Voilà, ça fera 100 € la consultation fiscale. Merci beaucoup. En Bitcoin, s'il te plaît. Merci. Bah dès le début. Hein. En vrai aujourd'hui, c'est ça qui est, en vrai c'est magique aujourd'hui parce que tu peux, ce côté achat fractionné d'actifs est en train de se développer sur tous les marchés. Donc aujourd'hui tu peux avec très peu d'épargne, tu peux diversifier quand même pas mal. Donc je pense qu'il faut se dire, dès que je me lance, j'essaye de diversifier, quoi. Enfin, moi, je le verrais comme ça. Je pense que si je devais retourner à mes 20 ans et que j'avais accès aux produits auxquels on a accès aujourd'hui, je diversifierais quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a une innovation financière qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup plus de possibilités financières qu'auparavant. Ouais. Et c'est cool. Ouais, c'est ça, mais moi je fais souvent le parallèle avec le monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Si tu lances ta startup en l'an 2000, tu dois monter tes serveurs chez toi, tu dois... c'est un enfer. Lever des fonds. Et... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as des outils no-code, tu fais un truc avec 500 balles. Aujourd'hui, on est un peu au même niveau dans le monde de l'investissement. C'est ça qui est assez magique et du coup, ça ouvre des opportunités à des gens qui n'avaient pas accès à ça. Donc c'est assez beau, ça démocratise vraiment. Ça ouvre aussi des arnaques potentielles. Ouais, aussi, il faut faire gaffe. Bien sûr, les deux marchent ensemble en général. Dès que tu as des opportunités, tu as forcément des arnaques de l'autre. Nous, en immobilier, on est... L'image est très ternie par les youtubeurs qui promettent l'enrichissement facile grâce à la pierre, devenir rentier en un an. Les infopreneurs. Voilà, moi à l'époque, j'étais trader forex professionnel chez HSBC et pour la petite histoire, c'est parce que j'avais vu une pub sur le forex. Tu sais, j'ai perdu beaucoup d'argent comme un con quand j'étais étudiant en école de commerce à trader le forex. Mais comme une daube à faire de l'analyse technique, support, résistance, Fibonacci et tout, et à me planter. Et en fait, j'ai voulu prendre ma revanche. Comme j'avais un petit diplôme
en poche, je suis allé faire de la vraie finance de marché avec les pros chez HSBC. Ouais. Et du coup, j'ai fait de l'analyse technique, mais sur un terminal Bloomberg avec des astrophysiciens, traders professionnels. Et je me suis rendu compte que le trading forex chez les pros sur un trading floor à Londres, c'est pas du tout le même trading forex que sur YouTube. Et d'ailleurs, quand je fais partie de HSBC, je me suis dit, bon, maintenant je suis un gros pro du forex, je vais trader et faire fortune. J'ai tout perdu. Parce qu'en fait, quand t'es pro, t'as pas les mêmes outils, t'as pas les mêmes flux d'informations, etc. Donc le trading forex, maintenant c'est plus à la mode, on parle plutôt de trading Bitcoin. Mais il y a une époque où c'était à la mode. Ah bah si je savais, hein, non franchement j'aurais aucune idée. J'ai aucune idée. Aujourd'hui il y a tout ce qui est les coins dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, donc la DeFi, DEFI. Il y a pas mal d'effervescence là-dedans, il y a pas mal de tokens qui sont en train de décoller, mais je pourrais pas en donner un en particulier. Franchement, c'est dur pour moi. Les deux rois, ça reste le Bitcoin et l'ETH. Je suis plutôt partie prenante pour des stratégies assez simples. Du coup, moi, je touche Bitcoin et Ethereum. C'est marrant parce qu'il y avait l'actif, par exemple, le gold, l'or. C'était à la mode avant le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin a remplacé l'or. Mais l'or, ça a toujours été le safe haven, c'est-à-dire le placement quand tout va mal, t'achètes de l'or. Mais alors, en fait, c'est soit un placement refuge, safe haven en anglais, ou un placement anti-inflation. Et moi, ma vision perso, quand je vois le retour de l'inflation, parce que j'ai accès encore aux terminaux Bloomberg où on voit tous les produits financiers qui indiquent les niveaux d'inflation en avance, et en fait ça explose, c'est un truc de dingue. Si tu regardes le 5-year inflation swap, tu es à des niveaux pas possibles. Donc en fait là je pense qu'on est sur une phase d'hyperinflation qui met en avant pas mal les actifs tangibles, ou alors les actifs digitaux qui se prétendent substituer à l'or. Donc si l'immobilier se casse la gueule, moi je pense pas, parce que tu as quand même des forces en présence qui sont extrêmement puissantes. Tu as des relances des banques centrales qui sont historiquement jamais vues. Tu as énormément d'injections de liquidités dans le système, tu as un desserrement des vannes du crédit, tu as un environnement bancaire qui est très laxiste. Donc c'est plutôt des facteurs de hausse, et les actifs tangibles comme la pierre, ils viennent justement protéger ton pouvoir d'achat quand tu as de l'inflation qui commence à poindre. Donc là je serais plutôt optimiste sur l'avenir des prix de la pierre, mais dans tous les cas si ça s'effondre c'est pas très grave parce que tu mets pas beaucoup d'argent de ta poche. J'allais dire ça dépend. Si je prends un exemple, moi quand là je l'ai fait il y a quelques années, tu vois, j'ai fait un prêt à la conso pour acheter 2 voitures que j'ai mis sur Drivey, maintenant Getaround. Ah, trop bien. Mais ça répond à ma question de tout à l'heure. Est-ce que tu as des investissements niche? L'investissement Drivey, il est vachement intéressant. Pour ceux qui connaissent pas. C'est de la location de voitures entre particuliers. Donc, au rendement, du coup, c'est des rendements à combien? Bah, en gros, je pourrais plus te dire exactement, mais en gros, si tu veux, j'avais fait. Alors, si je prends, à l'époque, j'avais fait un prêt de 20 000 € chez Boursorama. J'avais acheté deux utilitaires, donc 2 Jumpy, et je payais 300 € par mois, et ça me rapportait, en gros, si j'enlève les frais, ça devait me rapporter à peu près 1 000 €, donc j'avais 700 € par mois à peu près en moyenne. C'est énorme comme rendement. Donc c'est un rendement qui est plutôt pas mal. Mais pourquoi t'as pas continué? Parce que c'est une logistique quand même qui est... bon, même aujourd'hui, ils ont des boîtiers qui, voilà, t'as plus besoin de donner les clés à la personne, mais c'est assez intéressant. J'en ai parlé d'ailleurs dans Snowball, parce que c'est vrai que même avec une voiture, hein, tu peux avoir un petit apport, enfin voilà, une voiture à 7 000 € que tu loues qui te rapporte 200-300 €. Ça me paraît presque trop facile. C'est encore possible ce truc? Ouais, du coup, il y a un autre lecteur de Snowball qui a fait un retour d'expérience sur ça, Gauthier Casanova. Si vous tapez ça, il a fait un très bon article Medium qui est vachement intéressant. Et il a fait ça en plein confinement, et il avait quand même des rendements qui n'étaient pas comme les miens, mais qui étaient quand même pas déconnants. Donc je pense que là, en plus, je pense que l'avantage, c'est que les frontières, elles vont pas réouvrir du jour au lendemain. Donc les gens, ils vont plutôt partir pas très loin de Paris ou pas très loin des petites villes. Donc ils vont louer des voitures. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai rebond là. Hyper intéressant, j'adore. Donc ça c'est des investissements où tu peux faire un prêt à la banque hyper facilement en plus aujourd'hui.
simplement, j'utilise une Google Sheet où je mets mes points d'entrée et du coup, je suis mon portefeuille sur ça parce que j'ai des actifs un peu à droite à gauche. J'utilise pas d'outils pour centraliser. Il y en a qui sont en train de se créer. Il y a Finary, si on le prononce à français, qui est pas mal. C'est cool ce qu'ils font. C'est une agrégation de tes comptes crypto, même immobilier. Je crois qu'ils ont un truc où ils vont aller chercher de la data sur se loger, etc. Ils vont donner une évaluation de ton bien. Eux, c'est pas mal ce qu'ils font, mais moi, c'est une simple Google Sheet classique. Et sinon, après, si je veux aller analyser une action en particulier, j'utilise. Moi, j'aime bien. Comment ça s'appelle déjà Market Watch, je crois. Ils ont pas mal de données financières qui sont assez cool et accessibles. Donc voilà, en gros. Moi, je pense que l'avantage des plateformes comme Realty, c'est la simplicité. En gros, demain, tu peux aller sur leur site et acheter 500 € de tokens d'une nouvelle maison qu'ils ont mis en vente avec ta carte bancaire. Tu vois pas. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce côté fluidité, liquidité. T'as pas à aller faire un prêt, etc. Donc moi, je le vois plus comme un bonus qui te permet de diversifier ton portefeuille immobilier ou portefeuille global, plus qu'un investissement principal. Pour l'instant, peut-être que demain, ils vont sortir des nouveaux produits qui vont être vachement intéressants, tu pourras faire des prêts, peut-être qu'ils vont faire des... Enfin, je sais pas, mais pour l'instant, je le vois plus comme un peu un petit bonus dans ton portefeuille pour diversifier facilement, plus que comme un truc principal, tout simplement. Est-ce que vous voulez que je chante Edith Piaf, La vie en rose? Non, ça va. Quand il me prend dans ses bras, il me parle. Je ne participe tout pas à ça, bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Je pense qu'il est temps de conclure. Merci pour votre présence sur ce 3e podcast de l'état des lieux avec Johan Lopez, immigré espagnol / arménien et créateur de la newsletter Snowball avec 10 000 lecteurs, la newsletter de finances personnelles la plus en vogue en ce moment. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain podcast. Merci beaucoup.